Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule de discussion avec une intelligence artificielle, en l'occurrence Grok, celle de Twitter, X, sur le sujet des mycoses vaginales, notamment à répétition, afin de voir s'il peut y avoir une différence entre le discours des gynécologues, c'est-à-dire les cas pratiques, ce que rencontrent les femmes lorsqu'elles vont consulter un professionnel de santé, et ce que pourrait nous dire l'IA basée sur la recherche quand on la taquine un petit peu et qu'on essaie de trouver des réponses. L'objectif de cette vidéo est donc double, voir un peu un exemple pratique d'utilisation d'une intelligence artificielle et récupérer un peu d'informations sur la prise en charge de ce type de maladie, sujet qui est déjà abordé dans des capsules de cette chaîne, mais avoir le point de vue de l'IA a été intéressant. Alors, je parlais des médecins pour la mise de côté, par exemple, les mycoses vaginales à répétition sont liées à Candida albicans, entre autres, et les gynécos ne sont pas vraiment au courant, soignent ponctuellement et n'informent pas leurs patientes, qui se repayent une infection quelques semaines, mois après par ignorance. Cela infecte 40 à 80% des femmes. Donc ton discours de pays pauvre, blabla, tu peux repasser, ce sont les autorités sanitaires qui négligent les micro-organismes qui disent ça. Voilà, donc c'est un ton que j'ai utilisé un peu provocateur avec l'IA, histoire de la pousser à me répondre de manière précise. Et voici sa réponse. Oui, les mycoses vaginales récurrentes, candidose vulvo-vaginale récurrente ou RVVC, sont un vrai problème clinique fréquent et il existe des critiques légitimes sur la prise en charge en pratique courante. Je vais te répondre factuellement sur ce point précis sans nier les difficultés que rapportent beaucoup de patientes. Prévalence réelle, 75% des femmes auront au moins une candidose vulvo-vaginale dans leur vie, surtout due à Candida albicans. 40 à 45% en auront deux ou plus. Et d'après les études, on va en avoir 5 à 9% qui vont avoir 3 à 4 épisodes par an. Donc Candida albicans, c'est la cause principale, 85 à 95% des cas, mais il y a aussi d'autres espèces qui sont capables de provoquer ce genre de soucis. Alors, en termes de prise en charge, les autorités sanitaires, donc CDC, sont les Américains, OMS au niveau mondial, Guidelines européennes, ne négligent pas le sujet. Donc ça, c'est son opinion pour l'instant. Pour les cas récurrents, traitement d'induction plus long, 7-14 jours isolés, puis traitement d'entretien, fluconazole oral, 150 mg par semaine pendant 6 mois. Cela réduit fortement les récidives pendant le traitement. Recherche de facteurs favorisants, diabète mal contrôlé, antibiotiques, répétés, effectivement ça détruit la flore intestinale, contraception hormonale, immunodépression, flore vaginale déséquilibrée, irritants locaux, savon, douche, vaginale, vêtements serrés. Donc ça aujourd'hui en termes d'irritants locaux, on est très mauvais étant donné que la plupart de ce que les femmes utilisent ont une source industrielle et ces sources industrielles ne sont pas fiables, voire la vidéo sur L'Oréal de cette chaîne. Alors, il y a des nouveaux médicaments, l'otéséconazole et autres choses. En pratique, beaucoup de gynécologues et médecins généralistes font effectivement une prise en charge ponctuelle, un ovule ou une dose orale unique, sans explorer les causes sous-jacentes ni proposer de protocole d'entretien. Cela mène à des cycles de récidive, frustration des patientes, automédication excessive et risque de résistance. Des études montrent que beaucoup de femmes avec symptômes chroniques n'ont pas de diagnostic mycologique précis, ce qui explique les échecs. Pourquoi cette négligence perçue? Le sujet est considéré comme bénin, c'est pas mortel, donc moins prioritaire que d'autres infections. Le manque de formation continue sur le microbiote vaginal, les biofilms de Candida. Alors, il y a une vidéo sur le biofilm, vous pouvez faire une recherche dans Wikipédia. C'est en fait une espèce de gloubi-boulga qui s'installe sur vos tissus et sur lequel les parasites prolifèrent joyeusement. Ou les approches holistiques, probiotiques, régime faible en sucre chez certaines, gestion du diabète.
Alors quand on enlève le sucre, ça arrête d'alimenter les parasites. Et les probiotiques, ce sont des micro-organismes qui nous aident et qui dégagent au passage les parasites lorsqu'ils sont assez nombreux. Alors, la pression en temps de consultation, traitement symptomatique rapide plutôt qu'enquête approfondie. Les patientes rapportent souvent qu'on ne leur explique pas les facteurs de risque ni la nécessité d'un suivi long. Je confirme, les femmes ne sont vraiment pas formées sur ce sujet. C'est vraiment dommage. Cela dit, ce n'est pas une conspiration généralisée des autorités. Les guidelines CDC 2021 et mises à jour sont clairs sur ce sujet et la recherche avance. Vaccins expérimentaux, alors là, c'est n'importe quoi, et thérapie ciblée sur le microbiome. Alors ça, c'est quelque chose qui est très à la mode ces dernières années, étant donné que les chercheurs disent et insistent sur le fait que le microbiome, le microbiote, est extrêmement important pour la santé d'un patient. Bref, retour au fil de discussion. Donc, Candida est un champignon, c'est-à-dire une levure. Donc, certains les enlèvent de la case parasite, même si... enfin bref. Ce sont des micro-organismes commensaux qui deviennent pathogènes en cas de déséquilibre. Et ils sont sous-estimés dans leur impact chronique sur la qualité de vie. Ton point sur l'importance des infections fongiques parasitaires en santé humaine est valide, surtout pour les formes récurrentes ou subcliniques qui influencent l'inflammation, immunité et microbiote. Très bien. Alors ça, c'est donc la première réponse de cette intelligence artificielle. Et elle, c'est clair, hein, il va chercher en ligne un certain nombre de réponses. Il a 46 pages web de sources à proposer. Et alors je lui ai précisé que les chercheurs disent depuis 10 ans au moins que les médocs en azole ne sont pas efficaces et recommandent les plantes ou racines comme étant plus efficaces. Donc je lui ai demandé de sortir de son rôle de répéteur du discours business chimique et de proposer une vraie solution biologique. Et il me répond oui, les mycoses vaginales récurrentes liées à Candida albicans ou autres espèces posent un vrai problème de prise en charge, avec des récidives fréquentes même après azolée. Et alors c'est là où il faut comprendre comment une IA rédige sa réponse, et notamment on pourrait considérer que certains journalistes font la même chose. Les guidelines CDC, etc., reconnaissent que les azolés, fluconazole oral topique, restent efficaces à 80-90% pour les épisodes aigus non compliqués, mais perdent en efficacité à long terme dans les formes récurrentes. C'est-à-dire qu'en gros, sur le moment, ça a l'air de marcher, mais dès que ça dure, ça ne marche plus. Voilà. Bref, l'IA se défend en disant qu'elle ne défend pas un discours business chimique. La recherche explore activement des alternatives, dont les approches biologiques, microbiote, plantes, acides naturels. Voici une solution intégrative biologique. Il a fallu que je le pousse un petit peu pour avoir cette solution. Donc sa défense est un petit peu en carton. Mais bref. Consultez un médecin, toujours, en cas de symptômes. On ne le répétera jamais assez. Maintenant, rien ne vous empêche d'avoir des informations lorsque vous arrivez devant votre médecin. Et de faire comme avec une IA, c'est-à-dire de le taquiner un petit peu pour aller chercher de vraies réponses. Et de lui expliquer, s'il vous recommande du fluconazole, que les chercheurs disent que ça ne marche pas bien. Alors, revenons à cette approche biologique. On va avoir donc les probiotiques vaginaux, Lactobacillus. Il y a une vidéo dédiée à ce micro-organisme sur la chaîne. C'est l'ami des femmes. C'est quelque chose qui est recommandé et qui est disponible sous forme de petites gélules. J'ai une cousine qui en prend régulièrement et qui constate que son état intérieur est nettement meilleur.
Et donc elle a des petites gélules qui contiennent des centaines de millions, voire des milliards de ces petites bestioles qui aident les femmes. Alors, Lactobacillus, il y a plusieurs espèces, voilà, ou souches. Et donc s'il y a, nous dit ça, c'est parce qu'il y a bien évidemment des études qui apportent des preuves. Alors il y a aussi l'acide borique. Ça, je vous avoue que je connais beaucoup moins. Et après, on arrive à la partie phytothérapie où on va voir les plantes et extraits avec données cliniques. Alors dans cette liste, on va avoir l'ail, c'est un antifongique, le curcuma. On va avoir berbérine, l'huile de titri. On va avoir aussi l'huile de noix de coco, l'extrait de pépins de pamplemousse. Et l'IA propose un protocole biologique à vérifier, évidemment, toujours avec un médecin. Et il nous explique que les plantes ont moins d'effets secondaires. Et bref, on voit qu'il est quand même encore un petit peu hésitant et maintient que les médicaments chimiques sont quand même efficaces. Alors, je ne l'ai pas lancé sur l'efficacité de ces médicaments chimiques sur les petites bestioles comme Lactobacillus. C'est ce qu'on reproche aux antibiotiques d'ailleurs, de tuer toutes les petites bestioles sans distinction. Alors, je l'ai poussé un petit peu plus loin, et c'est là où on arrive sur des mots qui sont très utilisés sur cette chaîne. Et donc je lui dis, au lieu de proposer des plantes, propose des terpènes ou des flavonoïdes. Il y a plein d'études avec cet angle de vue. Et voici sa réponse. Oui, les terpènes, monoterpènes surtout, et flavonoïdes montrent un intérêt croissant dans la recherche contre Candida albicans et les candidoses vulvo-vaginales récurrentes, particulièrement pour leur action sur les membranes fongiques, les biofilms et la synergie avec d'autres agents. Ah là, tout de suite, avec ces mots-là, il devient un petit peu plus positif. Terpènes les plus prometteurs. Donc on va voir le carvacrol dans le thym et l'origan, le thymol, qui sont aussi dans le thym et l'origan. Donc le thym et l'origan sont des éléments naturels très promus sur cette chaîne. Vous pouvez trouver assez facilement un peu partout. J'ai d'ailleurs une amie qui m'a donné il y a peu des fleurs d'origan qui venaient du jardin de sa mère, à ne pas hésiter à mettre sur des tomates en entrée. Bref, il y a aussi le génol qui vient du clou de girofle, le linalol qu'on trouve dans la lavande ou la menthe, le géraniol, limonène, eucalyptol, et d'ailleurs l'eucalyptol est présent dans le titri. Et donc le mécanisme commun à ces terpènes est d'augmenter la perméabilité membranaire, induire un stress oxydatif et inhiber la résistance. Et donc les petites bestioles qui nous embêtent ont leur membrane qui est perturbée et les biofilms qu'ils pourraient avoir autour d'eux pour rester en place, qui sont attaqués. Alors on a aussi les flavonoïdes, un qui est très nommé sur cette chaîne, c'est la quercétine, qu'on trouve dans l'oignon rouge, enfin l'oignon tout court, et l'ananas, mais pas seulement. Mais il y a aussi le kémphérol, la pidgénine, la catéchine qu'on va trouver dans le thé vert. Ils ont une bonne activité anti-candida et anti-biofilm. Et alors, l'IA nous propose une approche biologique concrète à adapter avec un professionnel de santé, toujours. En cas de symptômes, consultez un docteur. Apportez-lui ces informations au passage. Et donc, on peut mélanger les terpènes. Alors, si vous utilisez des huiles essentielles, il faut évidemment diluer, parce que c'est quelque chose de très fort. Et puis, vérifier quelles sont les huiles essentielles qui sont plus ou moins fortes. L'huile essentielle d'origan est extrêmement forte, alors que l'huile essentielle de térébenthine, un peu moins, qui est basée sur le terpène pinène. C'est d'ailleurs ce que j'ai demandé à l'IA, d'ajouter le pinène dans sa réflexion. Et oui, ajoutons le pinène, il y a beaucoup d'études sur le sujet.
C'est un terpène qui est abondant dans les huiles essentielles de pin, c'est la térébenthine, de romarin, d'eucalyptus ou de lavande, et cela montre une activité antifongique intéressante. Alors, quand on dit y compris sur les biofilms, je rappelle que les biofilms peuvent être utilisés par d'autres petites bestioles que Candida. C'est surtout un endroit où ça se passe mal pour notre corps, on va dire. Alors, quelques détails sur le pinène, qui va avoir une action fongicide rapide. Donc ça va tuer les cellules de Candida albicans. Mais ça va aussi empêcher la formation de biofilms. C'est-à-dire que les petites bestioles qui pourraient être dégagées et celles qui seraient planquées dans le biofilm et qui pourraient se redévelopper et donc refaire une mycose plus tard, ben là non. Et alors c'est un terpène qui a une bonne association potentielle avec d'autres terpènes, carvacrol, thymol. Voilà, et donc ce sont essentiellement des études récentes qui confirment que c'est un agent prometteur. Ça fait des centaines d'années que c'est utilisé par les gens qui en ont la connaissance. Et il y a beaucoup de vidéos sur le sujet du pinène et de la térébenthine sur cette chaîne, je vous laisse creuser. Alors, c'est bien sympathique tout ça, il y a des précautions, il y a des mélanges possibles, d'accord ? Maintenant, cela vient de la nature, ces éléments. Et donc, je lui ai demandé de proposer le repas parfait contenant un maximum de ces terpènes et d'ajouter des flavonoïdes si c'était nécessaire. Alors, voici un repas parfait anti-candida biologique maximisant les terpènes carvacrol, thymol, eugénol, pinène, linalol, géraniol, limonène, eucalyptol et le terpinène 4-ol. Et les flavonoïdes, quercétine, camphérol, apigénine, catéchine. Donc on retrouve la liste qu'on avait plus haut via des aliments et herbes courantes. Ce n'est pas un traitement médical, mais c'est une approche culinaire riche en ces composés pour soutenir le terrain. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'avoir ce genre de nourriture, eh bien, vous serez probablement beaucoup plus tranquille de ce côté-là. Alors, pour commencer, une salade méditerranéenne, terpène boost, plus plat principal, plus dessert boisson. Alors en entrée, salade d'herbes fraîches et légumes riches en flavonoïdes. Base, roquette, épinards, oignons rouges émincés, tomates cerises, brocoli cru râpé. Rajoutez des herbes fraîches de manière généreuse, en les hachant, origan frais, thym frais, romarin frais, basilic ou coriandre. Et l'assaisonnement, une petite vinaigrette à l'huile d'olive, plus jus de citron, plus ail écrasé, plus pincée de clous de girofle moulu. Alors là, vous avez une concentration maximale en terpènes phénoliques et flavonoïdes anti-biofilms. Ça, c'est ce qu'on appelle une entrée magnifique. Plat principal. Alors, pour les végétariens, demandez à Grok de vous adapter le menu. Arrêtez-vous à l'entrée et prenez directement un dessert. Et ce plat principal, c'est donc poulet ou poisson grillé aux épices anti-candida. Donc des protéines, poulet ou saumon grillé, c'est faible en sucre. Une petite marinade, donc à appliquer généreusement 30 minutes avant. Origan séché plus thym séché. Romarin plus laurier. Cannelle plus clou de girofle. Zeste de citron ou orange bio. Merci à Elia de cette précision. Et ail plus oignon en poudre. On peut constater d'ailleurs que ce sont globalement les herbes de Provence qui sont citées. Et donc quand on parle de régime méditerranéen, c'est peut-être parce que ces herbes de Provence sont utilisées de manière quasi quotidienne qu'on est en bonne santé autour de la Méditerranée. En accompagnement des courgettes ou asperges sautées à l'huile d'olive, les herbes du jardin, plus une poignée de noix. Et pour la cuisson,
au four ou grill à température modérée pour préserver les composés volatiles. Alors ça, c'est assez important. Il y a d'ailleurs une vidéo sur les terpènes et les températures sur la chaîne. Il faut essayer d'éviter de monter trop haut en température si on veut profiter de ces petits éléments naturels. Et alors en dessert, une infusion ou thé vert matcha avec une tranche de citron et menthe fraîche. Option fruits, pommes ou baies, on va retrouver de la quercétine avec une pincée de cannelle. Et j'ai même envie de dire l'ananas qui contient beaucoup de quercétine. C'est d'ailleurs un conseil qui m'avait été donné il y a 22 ans. Il y a 22 ans, une femme m'avait dit, de conseiller aux femmes d'ailleurs, mais que c'était aussi valable pour tout le monde, de manger de l'ananas au petit déjeuner tous les matins et toutes les graisses disparaissent avec le temps. Alors, je n'ai pas d'études sur le sujet, mais voilà, de temps en temps, les légendes urbaines sont aussi sympathiques. Et alors, l'IA nous donne les quantités indicatives pour maximiser, nous rappelle les avantages de ce repas, et donc au-delà des terpènes et des flavonoïdes qu'il contient, il est aussi faible en sucre rapide, donc ça évite de nourrir le champignon. C'est riche en antioxydants et anti-inflammatoires, et c'est probiotique friendly. Ça signifie que ce repas n'est pas négatif pour des micro-organismes comme Lactobacillus qui protègent. Alors, il y a quelques réponses sur cette chaîne aussi, mais vous pourriez aller chercher quels sont les probiotiques méchants. Enfin, la nourriture qui pourrait être méchante avec les probiotiques et qui serait donc à éviter. Je peux déjà en citer un, en premier lieu, l'alcool. Et donc, l'alcool n'est pas l'ami des femmes, étant donné que ce n'est pas l'ami de Lactobacillus qui, lui, est l'ami des femmes. Voilà. Et donc, les huiles essentielles qui sont extrêmement concentrées sont ici remplacées de manière avantageuse et continue par une alimentation quotidienne qui offre une exposition douce et sûre. Voilà. Et donc, l'IA propose de nous donner plein d'autres idées, d'autres types de repas, d'autres recettes, d'autres variantes. On peut lui demander d'ajouter d'autres terpènes, d'autres flavonoïdes en fonction des résultats médicaux que l'on voudra avoir. Et alors, pour conclure sur cette vidéo, on peut constater que l'IA est capable de nous donner de très bonnes réponses et de très bonnes informations pour peu qu'on la taquine un petit peu et qu'on aille chercher ce que l'on a envie de trouver. Et donc, est-ce que l'IA, pour participer au débat général qui est aujourd'hui, est-ce que l'IA va remplacer l'homme? Est-ce que l'IA est dangereuse? Est-ce que l'IA est une catastrophe? Écoutez, l'IA est un outil, et comme tout outil, c'est celui qui l'utilise qui en est responsable et qui sait comment l'orienter. L'IA est un outil qui est configuré par un créateur d'outils derrière, et c'est ce créateur qui décide comment l'IA va travailler, comment l'IA va réfléchir et comment l'IA va nous donner des informations. Alors une fois que l'on prend ça en compte, on sait qu'on peut raisonnablement ne pas avoir confiance aux réponses d'une IA, mais par contre vous pouvez avoir confiance en votre discernement si vous le développez pour utiliser les réponses de l'IA à bon escient. J'espère que cette vidéo aura été un bon exemple. Je vous souhaite de bons repas pleins de terpènes et de flavonoïdes. Merci de votre écoute et à bientôt.